Et on va tout de suite laisser place à notre première candidate. Alors je m'appelle Laura et mon sujet c'était la réalité vaut-elle mieux que le rêve? Tout comme vous, moi je rêve. Comme vous, comme vous, comme vous aussi. J'aime rêver. J'aime rêver, car le rêve est un voyage, une exploration, une invitation à l'évasion. Oui, grâce à lui, je m'échappe dans un monde imaginaire qui me berce jusqu'au réveil. Ce lieu lointain est si paisible et si parfait. Le ciel azur, illuminé par un grand soleil, offre un calme chaleureux et reposant au paysage qui m'entoure. Tout est remarquablement beau. Trop beau. Le rêve n'est au final qu'un univers rempli d'illusions, d'images créées et réarrangées à notre guise. Il n'est que le fruit de notre imagination, qu'un simple idéal à qui nous demandons de prendre forme pour une nuit. Cette idéalisation espérée et imaginée ne dure qu'un temps. Nos vœux les plus chers, nos moments les plus importants en compagnie de personnes aimées, tous s'effacent et disparaissent en un instant. Ces magnifiques chimères ne se réaliseront pas. Le spleen s'installe alors. Nous ressentons ce qu'éprouvait Baudelaire, car oui, lui aussi a souvent rêvé puis sombré. Maintes fois il s'est remémoré le beau Paris, et tout comme lui, nous pouvons rêver Paris, aimer Paris et inventer un meilleur Paris. Mais comme il le disait dans Les Fleurs du Mal avec mélancolie, nous ne pourrons jamais, jamais vivre dans nos rêves. Cette tristesse n'est que le résultat de la confrontation entre ces rêves fallacieux et la réalité. Certes, celle-ci peut être dure, cruelle ou compliquée. Il est parfois difficile d'y faire face. Il y a souvent des imprévus, des problèmes, des obstacles peuvent survenir à tout moment sans qu'on y soit préparé, comme des décès, des divorces, des ruptures amoureuses. Mais ces événements de la vie appartiennent réellement à la réalité. Ce sont ces chutes qui nous permettent de nous relever encore plus fort. Elles nous font progresser, on grandit et évolue grâce à elles. Nous existons dans la réalité. Nous vivons de réels moments. Nos sentiments sont réels, nos sens sont décuplés. Elle nous permet d'humer d'incroyables parfums et de ressentir tant d'émotions. Vous les ressentez, vous aussi? Ces frissons inexplicables pouvant nous procurer tant de sensations. La réalité est belle. Lorsque nous nous fixons un objectif et que nous l'atteignons, quelle joie, quel bonheur, quelle fierté! Que c'est beau de se retourner et de voir tout ce chemin parcouru, tous ces efforts récompensés. Que c'est beau! La beauté se trouve aussi dans nos souvenirs, que seule la réalité peut créer. La réalité est belle car elle est tout simplement vécue. La valeur de la vie n'est savourée que dans ce monde, notre monde à tous. Tout comme vous, moi je rêve. Comme vous, comme vous, comme vous aussi. Mais moi, je préfère réaliser mes rêves dans ce monde plutôt que de rêver la réalité. Merci. Et Laura, vous aviez dit que vous vouliez réaliser vos rêves dans ce monde réel. Oui. Est-ce que la parole est une aide à cela? Pour certains, oui. Et moi, ça m'aiderait beaucoup, car plus tard, vu que je vais faire du droit, la parole elle est nécessaire pour que je puisse m'exprimer, que ce soit pour défendre ou essayer d'inculper quelqu'un. Donc je pense que oui, ça est nécessaire. Ça veut dire que la parole pour vous serait vraiment l'action du rêve? Elle permettrait vraiment de concrétiser ce rêve? Non, parce qu'il y a des actions qu'on peut accomplir plus physiquement. Enfin, ça dépend quel rêve on veut accomplir. Mais le mien, ça serait plus la parole qui prime. Merci. Monsieur Nils Calin. Moi j'ai pris le sujet le mensonge est-il un mal nécessaire? Mentir, c'est mal. Cette phrase qui résonnera dans le cœur de tout parent démontre à quel point il est important pour la société de condamner au plus vite le mensonge, c'est-à-dire la déformation intentionnelle de la vérité. En effet, si on voit bien une chose dans nos sociétés, c'est que le mensonge est défini comme un acte vil, comme un acte horrible, comme un mal, comme totalement contraire à la morale et qu'il est dorénavant, et donc très important, de le bannir. Et cela,
ne part pas de rien. L'on dit que l'homme est un animal social. Le lien social se construit sur la confiance, qui va se construire sur l'honnêteté. Mais le mensonge va venir briser cette honnêteté. Le mensonge va donc venir briser cette confiance, qui va venir briser le lien social. Ainsi, le mensonge serait une nuisance au lien social. Mais de plus, le mensonge serait aussi vecteur d'oppression. Car comme l'a dit Georges Simmel, célèbre sociologue français, le mensonge va créer deux catégories d'individus. Un groupe de sachants qui savent et un groupe d'ignorants qui vont eux-mêmes ignorer leur ignorance, car là est toute la fourberie du mensonge. Ainsi, le groupe de sachants pourra mettre au point des mécanismes d'oppression sur ceux qui ignorent. C'est par exemple ces mécanismes qui sont condamnés par des mouvements type Gilets jaunes, qui condamnent les hommes politiques et leurs mensonges qui serviraient à oppresser la population. Ainsi, le mensonge, avec ces arguments, serait à totalement bannir de la société. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il suffit d'une analyse purement empirique pour remarquer que ces arguments ne tiennent pas. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai employé le mot le conditionnel. Parce que si le mensonge brisait vraiment les liens sociaux, combien de relations seraient alors brisées? Pensons à la relation parent-enfant. Quel parent n'a pas déjà menti à ses enfants? Ne serait-ce que le mensonge du Père Noël. C'est un gros mensonge quand on y pense. Faire croire à l'existence d'un individu. Et puis, le mensonge est même nécessaire au lien social. Il permet de l'entretenir, de lui donner du renouveau. Je pense par exemple aux relations amoureuses, même érotiques. Ou par exemple, le mensonge permet au couple de ne pas se transformer en espèce de pâle reflet morne et ennuyeux, comme ces vieux couples aigris que l'on retrouve dans les restaurants, qui essayent tant bien que mal d'oublier vainement leur vie, leur quotidien. Et le mensonge, vecteur d'oppression. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Le mensonge est l'inverse de l'oppression. Le mensonge permet la libération des individus, permet leur émancipation. Mentir, c'est de tenir un capital que personne d'autre ne détient, que personne d'autre ne connaît. Ne pas mentir, c'est tout dire. Tout dire, c'est tout révéler. Tout révéler, c'est donner. Et se donner quoi? C'est donner un pouvoir à celui qui sait. Et qui sait quoi? Qui sait tout de nous, qui va pouvoir utiliser ce pouvoir à sa guise, qui va pouvoir nous faire chanter, qui va pouvoir révéler tous nos secrets les plus intimes, toutes nos bassesses, sur le banc public, sur la place publique. Et qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais l'on peut juste dire que l'on cache, sans pour autant mentir, parce que dire que l'on cache, c'est déjà mettre sur la piste de notre propre pression. Dire que l'on cache, c'est déjà dévoiler. Mais hélas, il existe encore un problème. Car là, on voit bien que le mensonge est nécessaire. Mais ça reste un mal. Mais non, le mensonge n'est pas un mal. Qu'est-ce que le mensonge si ce n'est qu'un outil, qu'un moyen? Prenons une pelle. C'est bien une pelle. Avec une pelle, on peut creuser des trous. Et dans ces trous, on peut mettre des légumes. Et à la fin, on aura un joli potager bien écologique. Et avec une pelle, on peut également fracasser violemment et à plusieurs reprises le crâne de Jocelyne, 43 ans, mère de 2 enfants, afin de voler l'entièreté de ses bijoux de famille. Et là, c'est déjà moins moral. Donc est-ce qu'il faut bannir la pelle parce que ça serait un mal? Non, c'est qu'un moyen, il faut juger l'action. Il ne faut pas juger le moyen en lui-même. Et en plus, c'est quoi ces notions de bien ou de mal? Ça se base purement sur la morale. Mais finalement, qu'est-ce que la morale si ce n'est qu'un ensemble de codes totalement dénués de sens et déconnectés de la réalité qu'un groupe d'individus réussit à s'imposer par je ne sais quel miracle? Non, parce qu'on ne vient pas me dire que la morale est liée à la réalité. Le simple tabou sur la sexualité suffit à le démontrer. Nous sommes 7 milliards sur Terre. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire un dessin sur pourquoi le fait que la sexualité soit un tabou, c'est totalement stupide? Je ne pense pas. Et en plus, la morale est totalement subjective. Ma morale est différente de celle de mon voisin. La morale de Madame Bourgeois est différente de celle de Monsieur Perrier. La morale française est différente de la morale japonaise. Ne serait-ce que par exemple, au Japon, on n'a pas le droit de s'embrasser en public. La morale actuelle n'est pas la même que la morale d'il y a 50 ans. La morale dépend des individus, dépend de la socialisation, dépend des peuples, dépend des religions, dépend du temps, dépend de trop de facteurs. La morale est un concept purement subjectif et donc totalement caduque quand on l'utilise pour évaluer un objet ou une situation. Donc à quoi est-ce que ça sert de juger un outil quand il est nécessaire avec un concept totalement subjectif et caduque? À rien, à part nous oppresser. Donc je le dis maintenant, mentons, usons et abusons de ce formidable outil qui est totalement nécessaire et libérons-nous de cette morale oppressive qui nous oppresse tant et qui est totalement caduque. Mentons et libérons-nous de cette morale qui n'est finalement, comme l'a dit Thomas Bernard, qu'un mensonge. Merci. Moi, je me pose une question. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression forgée par Aragon, je crois, du mentir vrai?
Est-ce que ça vous inspire quelque chose en relation avec ce que vous nous avez dit? J'ai pas entendu la suite de votre question. Est-ce que ça résonne avec votre réflexion d'une façon ou d'une autre? Je pense que ça peut résonner dans un sens, oui, dans le sens où mentir vrai, ça peut montrer, comment dire, que le mensonge n'est peut-être pas si faux que ça. Par exemple, que le mensonge, on peut mentir vrai, finalement, grâce à l'oxymore, ça montre que finalement le mensonge peut s'éloigner de la conception purement binaire du faux, du vrai, pour par exemple devenir une réalité. Ça existe, par exemple, des mensonges qui deviennent réalité. Ça existe bonne fois. Je peux penser, bon, ça peut être un exemple un peu bancal, mais par exemple, pour certains, le génocide arménien est un mensonge. Ou par exemple, pour certains, voilà le génocide arménien, mais pourtant, il s'avère que c'est totalement vrai. Je sais que c'est pas un super exemple, parce que je ne sais pas comment des questions. Mais voilà, je pense que le mensonge déjà peut s'éloigner de la conception binaire, et je pense qu'il s'éloigne d'autant plus de la conception binaire que cette conception binaire dépend aussi de la morale, et que donc, pour moi, la vérité dépend surtout de la morale, parce que je pense à... Tout simplement, je pense à un manga. Je sais que Madame Bourgeois aime le Japon, donc je profite de cet exemple pour m'attirer les faveurs du jury. Je pense à un manga, donc l'Attaque des Titans, où il est expliqué, évidemment, un personnage explique que finalement, il n'y a pas de vérité ou de mensonge, que ce sont juste les individus qui l'ont créé, mais que cela donc dépend totalement de la morale et de ses fluctuations, tout simplement. Donc oui, je pense que mentir vrai peut être vrai dans un sens et même dans plusieurs. Oui. Je n'ai pas super bien répondu, désolé. D'après vous, est-ce qu'un menteur ment quand il dit qu'il ment? Ce qui est en fait le paradoxe du menteur. On va penser au paradoxe de Pinocchio. Un menteur ment qui dit qu'il ment. Bah non, il dit vrai. Et d'un côté, c'est compliqué parce que du coup, comme je l'ai expliqué, la notion de vérité et de mensonge dépendent de la morale. Donc est-ce qu'un menteur ment quand il dit qu'il ment? Déjà, le mensonge, ça dépend de... je sais pas trop comment on répond. Vu que c'est un menteur quand il dit qu'il ment... Donc en fait, c'est tout simplement un paradoxe. Donc il y a deux possibilités, soit on considère qu'il ment, et donc il y a un paradoxe qui va s'en suivre avec toute une série où à chaque fois on va revenir sur la même question. Donc s'il ment, c'est-à-dire qu'il dit vrai, donc s'il dit vrai, c'est-à-dire qu'il ment. Ça on dit qu'il ment, mais ça va faire l'inverse, comme un peu une frise de nombres mathématiques vers le moins et vers le plus. Et donc là, je ne sais pas trop comment répondre. Oui, mais c'est pas possible de résoudre le Je vais être honnête. c'est pas possible. C'est ce qu'on appelle un paradoxe. Merci. Madame Sybille Gardian. Pense-moi, je rêve. Pense-moi, je rêve. C'est une étrange expression. Comme j'ai à vous parler de la réalité et du rêve, et notamment parce que nous devons nous demander si la réalité vaut mieux que le rêve, tout naturellement, cette expression m'est venue à l'idée. Pense-moi, je rêve. Mais finalement, que signifie cette expression? Pour répondre, eh bien, permettez-moi de vous raconter rapidement l'expérience que j'ai vécue ce matin. Comme tous ici présents, j'étais dans mon lit, en faisant un rêve incroyable, quand soudain mon radio-réveil s'est déclenché. Le journaliste énumérait les infos du jour. Horrible. Une femme disparue retrouvée après 10 ans de recherche, décapitée dans une cave. Le Covid, encore le Covid, et toujours le Covid et ses nouveaux variants. Un vrai cauchemar. De telles monstruosités pouvaient-elles être réelles? J'étais persuadée d'être encore en berne. Puis, tout s'est enchaîné si vite que je me suis retrouvée dans le bus, écrasée contre des morts vivants au costume, portant un masque, m'empêchant de voir s'ils respiraient réellement. Une ambiance de morgue, apocalyptique. Je me suis donc pincée fort jusqu'au point de voir mon sang couler sur ma peau pour savoir si j'étais encore dans mon rêve. En ressentant la douleur,
j'ai compris que tout ce que j'avais vécu était bien réel. D'où l'expression « pince-moi, je rêve ». La réalité est liée à la douleur, la souffrance. Mais l'on ne souffre pas quand on rêve. En apparence, le rêve pourrait donc sembler préférable à la réalité. En effet, qui n'a jamais éprouvé l'indescriptible sensation de respirer sous l'eau? Ou encore celle de voler comme un oiseau, un papillon ou une feuille dans le vent? De plus, dans la réalité, nous sommes tous esclaves. Esclaves du temps qui passe et qui nous dégrade peu à peu, comme l'affirme la célèbre formule présente sur la plupart des cadrans solaires. Toutes les secondes blessent, la dernière tue. Finalement, c'est dans la réalité que vit notre pire ennemi, le temps. En effet, si Baudelaire était là, il nous dirait « Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu à votre guise. » Il pourrait dire également « N'importe où, pourvu que ce soit hors de ce monde. » De ce point de vue, la réalité est donc une horreur à fuir et le rêve, une échappatoire à ce monde cruel. Cependant, malgré les horreurs et les souffrances auxquelles elle nous confronte, la réalité est le lieu unique d'un trésor, d'un Graal auquel chacun de nous aspire. D'après vous, quel est ce trésor que l'on cherche tous et parfois même sans le savoir? La richesse? Non. La beauté? Non plus. Le pouvoir? Laissons-le aux politiciens. La vraie richesse que ni l'argent, ni la beauté, ni le succès ne peuvent remplacer, c'est la liberté. Or, cette liberté ne se trouve que dans la réalité. Certes, dans le rêve, nous pourrions avoir l'impression d'être libres, car nous avons la possibilité de réaliser l'inimaginable. Pourtant, nous y sommes tous inconscients. Nous ne faisons que subir un enchaînement d'images que nous ne créons pas librement. Pour être libre, il faut être conscient de l'acte que l'on pose, sans être sous l'emprise d'influences diverses comme nos peurs, nos désirs, mais aussi l'envie de plaire, ou encore certaines substances qui pourraient nous plonger dans un réel illusoire. Le lourd prix de la liberté, c'est que l'on doit pour elle se cogner au monde. D'ailleurs, nous en faisons tous l'expérience le jour de notre naissance. Ce jour où il nous faut passer d'un long rêve de 9 mois à la réalité brutale de l'oxygène nous brûlant les poumons. Des doux vacarmes, des doux murmures filtrés par le ventre de notre mère au vacarme de la maternité. Et pourtant, c'est seulement une fois que l'on nous coupe le cordon ombilical que commence notre long périple vers la liberté. Alors, malgré ce qui vient d'être dit, faut-il vraiment choisir? Les deux ne se compléteraient-ils pas? Le rêve a besoin de la réalité pour se concrétiser. La réalité, elle, a besoin du rêve pour devenir signifiante, car comme l'affirme la psychanalyse, les rêves font émerger nos buts secrets, nos motivations, mais aussi le sens caché de nos actions. Rêve, réalité, faut-il vraiment choisir? Merci. Quel est votre plus grand rêve, personnellement? Mon plus grand rêve, ce serait d'atteindre le bonheur. Et pour atteindre ce bonheur, pour moi, il faut être libre. Et Sybille, vous avez envisagé de vous enivrer de vin, de poésie ou de vertu? Finalement, lequel des trois aurait votre préférence?
la poésie, car elle peut nous faire rêver finalement, mais sans nous décrocher complètement de la réalité, car c'est concret quand on écrit de la poésie. On écrit aussi notamment avec les expériences qu'on a vécues. Donc pour moi, la poésie, c'est fabuleux. Elle peut décrire toute une vie entière, comme par exemple Baudelaire qui a écrit Fleur du Mal. Voilà. Madame Julie Fouque. Qu'est-ce que le bonheur? Comment y accéder? Peut-il durer éternellement? Moi-même, suis-je heureux ou heureuse? Ces questions, vous vous les êtes peut-être déjà posées, sans pour autant pouvoir y répondre. En effet, ce sont des questions larges, ouvertes, subjectives. Chacun a sa vision du bonheur. Cependant, il me semble qu'il existe certaines choses qui sont, pour tout le monde ou presque, des sources de bonheur infaillibles. Il existe des bonnes choses. Le bonheur, par définition, est une bonne chose, mais également un état long, stable, durable, davantage qu'un simple moment passager. Pourtant, certains disent que les bonnes choses ont toujours une fin. Vous avez tous déjà entendu ces mots, mais avez-vous vraiment réfléchi? Pensez-vous réellement que les bonnes choses ont toujours une fin? Je ne le pense pas. Les bonnes choses n'ont pas de fin. Elles sont durables, infinies, éternelles. Alors, je suis ici pour commenter par la négative cette affirmation et pour vous délivrer un message des plus positifs. Contrairement à ce que l'on dit, les bonnes choses n'ont pas de fin. Mais tout d'abord, intéressons-nous à cette expression. Pourquoi dit-on que les bonnes choses ont toujours une fin? Souvent, on entend cette phrase lorsqu'un moment heureux se termine ou va a priori se terminer. Elle résonne comme une phrase de regret, de consolation, avec une forme de fatalité. Comme s'il n'y avait pas d'autre issue possible, comme s'il ne pouvait en être autrement, comme si nous étions impuissants face à un quelconque destin. Finalement, dire que les bonnes choses ont toujours une fin, c'est renoncer, purement et simplement, au bonheur. C'est se résigner et regretter déjà quelque chose de toujours réel. C'est une manière d'abandonner et de tenter de justifier cet abandon. Par ailleurs, certains disent que les bonnes choses ont une fin pour être différenciées des mauvaises choses. Selon eux, si elles ne se finissaient pas, ce ne serait même plus des bonnes choses. Ce ne serait plus qu'une suite continue d'instants, de lieux, de personnes, sans intérêt, comme fades. Ils ont entièrement tort. Une chose n'est pas agréable seulement parce qu'elle a une fin, tout de même. Le bonheur peut durer et rester heureux, car même s'il ne se finit pas, il est cependant ponctué de changements, de nouveautés et d'éclats de rire. Alors non, les bonnes choses n'ont pas de fin. Elles ne se terminent jamais, elles peuvent durer une éternité. Je vous parais naïvement positive. Vous pensez peut-être que je crois vivre dans un rêve. Il n'en est rien. Oui, je suis positive, mais j'ai raison de l'être. Les bonnes choses n'ont pas de fin parce qu'elles vivent en nous, dans nos mémoires. Elles sont toujours présentes et peuvent toujours nous faire sourire. Tenez, pensez à un souvenir heureux, n'importe lequel. Remémorez-le vous, imaginez-vous la scène, concentrez-vous sur chaque détail. Personnellement, je me rappelle une journée passée avec mes amis. Il faisait beau. Nous n'avions rien fait de spécial, mais nous étions ensemble et contents de l'être. Je nous revois tous réunis, en train de parler, d'écouter de la musique, de rire. Je nous revois et je souris. Alors, ce moment de bonheur, cette bulle lumineuse, cette bonne chose n'est pas finie, non, puisqu'elle est toujours présente dans ma mémoire et puisqu'elle peut encore me faire sourire aujourd'hui ou n'importe quand. Et puis, ces souvenirs que nous gardons si précieusement, nous pouvons les partager avec d'autres et les faire revivre. Quand je vous ai raconté ce souvenir, je l'ai fait revivre, mais il aurait été encore plus puissant si je l'avais partagé avec ceux qui étaient avec moi ce jour-là. Combien d'heureuses discussions commencent par les mots « tu te rappelles quand… » Il est toujours agréable de se rappeler des bons moments passés avec ses proches. Voici un autre exemple. Vous savez que des concerts sont organisés dans ce lycée, ici même. J'ai eu la chance d'être présente lors de ces concerts. Eh bien, je peux vous assurer que j'en ai parlé, que j'en ai entendu parler à de nombreuses reprises. Parce qu'en évoquant l'énergie de ce présent sur scène, le jeu des lumières, les applaudissements du public, j'ai l'impression, je sens, je sais que ce bonheur ne finira jamais. Mais les bonnes choses ne sont pas présentes uniquement dans nos mémoires, bien sûr.
Une relation avec quelqu'un peut être une bonne chose, qu'elle soit familiale, amicale ou amoureuse. On ne se lasse pas d'une belle relation et de nombreuses relations n'ont pas de fin et durent pendant des années. Quoi de plus agréable que de savoir qu'on a autour de nous des personnes à qui l'on tient, qui tiennent à nous, des personnes sur lesquelles on peut compter? Savoir que ces personnes sont là, à côté de nous, avec nous, pour nous, voilà un exemple d'une bonne chose qui dure, qui n'a pas de fin. Et puis, c'est un bonheur toujours renouvelé de voir, d'échanger, de partager un moment avec une personne qu'on aime. Prévoir un rendez-vous, y aller, apercevoir la personne de loin, la saluer, prendre de ses nouvelles, et puis rester ensemble. Voilà une bonne chose qui peut se répéter, et qui n'a donc pas de fin. Dans le même ordre d'idées, beaucoup de choses peuvent être renouvelées à l'infini. On peut écouter une chanson en boucle, relire un livre, revoir un film et toujours l'apprécier. Et autour de nous, tant de beaux événements se répètent. Chaque année, les arbres fleurissent, verdoient dans toute leur splendeur. Chaque jour, le soleil se lève et se couche grandiose. Chaque seconde, les vagues de l'océan se forment et se déforment à couper le souffle. Tous ces beaux spectacles et tant d'autres se répètent, seconde après seconde, jour après jour, année après année, sans fin. Alors non, les bonnes choses n'ont pas de fin. Pourvu que nous y apportions un peu d'attention, elles peuvent durer éternellement. Non, les bonnes choses n'ont pas de fin, puisqu'elles laissent des traces de bonheur ineffaçables dans nos mémoires. Non, les bonnes choses n'ont pas de fin, puisque dès que nous nous en souvenons, nous pouvons être heureux. Non, les bonnes choses n'ont pas de fin, puisque des personnes sont avec nous depuis si longtemps. Non, les bonnes choses n'ont pas de fin, puisque certaines se répètent à l'infini. Alors oui, les bonnes choses sont éternelles. Sur ce, voici mon discours qui prend fin, et j'ose espérer que vous en garderez un bon souvenir, si toutefois il vous a paru une bonne chose. Merci. Vous avez parlé de relire un livre. Ouais. C'était pour vous, ce serait lequel? Alors, il y a plusieurs livres que j'ai déjà relus, mais un livre en particulier, vraiment. Ou deux, hein, si ça vous arrange. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Timothée de Fontbelle. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un auteur contemporain. Et il y a beaucoup de ses livres que j'aime beaucoup et que je peux relire. Voilà. Je ne pourrais pas en citer un seul parmi ses livres, mais c'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup. Et relire ses livres, ça me donne toujours, c'est toujours une bonne chose finalement. Julie, votre passage aux pierres vives aura été une bonne chose. Oui, évidemment. Il aura une fin, mais il revivra dans vos souvenirs. Oui. Et quand vous en parlerez, pour faire revivre ce bon moment, que direz-vous? Je pourrais dire... je pourrais commencer en disant, vous vous rappelez quand on était au lycée? Vous vous rappelez de cette professeure? Vous vous rappelez quand on allait l'après-midi sur la colline au soleil? Vous vous rappelez de toutes les fresques dans le lycée? Vous vous rappelez des cours de musique? Vous vous rappelez des concerts? Vous vous rappelez de tout le temps qu'on a passé à être simplement ici, à jouer aux cartes, à parler? Par exemple. Madame Zélie Gérard. Donc aujourd'hui, mon sujet porte sur la citation de Saint-Exupéry, qui est « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants ». Alors je sais que le sujet du climat, de l'environnement, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Je pense notamment aux élèves de ce lycée qui, de leur seconde à leur terminale, étudient le forçage radiatif et l'effet de serre, mais qui ne comprennent pas vraiment le sens de ces termes. Ou encore aux élèves de géopolitique qui, cette année, ont vu pendant plus de 3 semaines la forêt sous le ministre Louis XIV Colbert, mais sans vraiment comprendre l'intérêt de l'environnement dans le programme scolaire. Alors après, je sais également que d'autres élèves sont touchés par ces sujets, et j'en fais partie. Il faut savoir que lorsque mes amis entendent le mot climat ou réchauffement climatique, c'est toujours « Zélie, ça c'est ton sujet ». Alors oui, c'est mon sujet parce que ça m'intéresse, mais je pense que c'est notre sujet à tous, puisque nous habitons sur Terre, nous avons donc un impact sur notre Terre, et nous sommes donc tous concernés. Alors après, aujourd'hui, on peut se poser la question de est-ce qu'il y a un responsable
de tous les impacts négatifs sur notre Terre. Je pense notamment à l'épuisement des ressources, mais également au réchauffement climatique. Et donc on a tendance à vouloir chercher un coupable. Le premier coupable qui apparaît serait nos ancêtres de la révolution industrielle. En effet, ils ont changé tout un système économique et de production produisant des gaz à effet de serre. Ils paraîtraient donc comme les coupables évidents du réchauffement climatique. Mais en même temps, on peut trouver aujourd'hui d'autres coupables, peut-être plus récents. Je pense notamment à la génération de mes grands-parents, qui ont profité d'un système où on exploitait beaucoup de ressources. Je pense notamment au pétrole, qui sera, on estime, épuisé vers les années 2040. Mais alors, est-ce qu'on peut se dédouaner, nous, aujourd'hui, en 2021, de notre responsabilité face au climat? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que ce phénomène continue. Nous l'aggravons, nous avons tous un impact, nous sommes donc tous responsables, et nous devons prendre conscience de notre impact sur l'environnement. Alors, il faut savoir que Saint-Exupéry dit que nous ne méritons pas de la terre de nos ancêtres, et c'est vrai, mais il dit également que nous l'empruntons à nos enfants. Et c'est sur ce thème d'emprunter que je veux insister. Pourquoi ce terme? Puisqu'il induit que sur la Terre, rien ne nous appartient. Ni ses ressources, ni son climat, ni la biodiversité. Nous sommes de simples locataires de la Terre. Et on peut prendre pour cela une comparaison simple. Imaginez-vous que notre Terre est un appartement à louer, et que nous sommes juste de simples locataires. Dans le règlement de la location, nous avons le droit d'utiliser, d'exploiter, même de réaménager, si on veut, ce logement. On a tout à fait le droit. Or, lorsqu'on doit faire l'état des lieux, on vérifie bien que le logement est en place, que tout est parfaitement remis en place, parce qu'on sait et qu'on a conscience que ce logement va héberger des successeurs, qui eux aussi voudront profiter de ce logement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a honte de laisser notre planète dans un état totalement délabré, épuisé de ses ressources, comme on laisserait un logement totalement dépouillé? Est-ce que vous pensez vraiment qu'on a honte de laisser cet héritage à nos futures générations et qu'ils vont nous remercier qu'on les laisse ainsi avec des ressources épuisées, un climat catastrophique, et qu'ainsi ils vont devoir se retrouver face au mur à devoir agir pour le climat et en se disant pourquoi ils n'ont pas agi avant pour nous, pourquoi ils n'ont pas pensé à nous, alors que on a conscience aujourd'hui, et puisque je suis ici pour vous le présenter, c'est qu'on commence à prendre conscience qu'on a un impact sur la Terre. Mais pour moi, cette prise de conscience n'est d'ordre que morale pour le moment, et c'est bien là le problème. Sur l'aspect pénal, il n'existe aucun texte, aucune loi, aucun code qui peut punir un État, une institution ou même tout simplement des particuliers qui nuiraient au climat. Et c'est donc bien là le problème, puisqu'on n'est pas réellement puni pour nos actions, puisqu'on ne nous oblige pas à prendre conscience que nos actions sont importantes, on n'a pas forcément envie d'agir et on ne pense pas aux générations futures. Alors bien sûr, je ne veux pas transformer notre monde en un tribunal géant et mondial où tout le monde serait coupable à la fois du passé, du présent et du futur, mais je pense que la prise de conscience, elle est nécessaire. Elle est utile, et pas seulement pour nous, elle est utile aussi pour nos générations futures. Après, il y a également des exemples qui montrent que cette prise de conscience est en cours. Je pense notamment lors de la signature des accords de Paris, qui se sont effectués à New York quelques mois plus tard, lorsque le secrétaire d'État américain John Kerry a signé l'accord au nom de son pays avec sa petite fille sur les genoux. Alors on peut penser que c'est un acte politique, évidemment que c'est un acte politique, mais également c'est un message pour les États et également pour les populations, qui leur disent que oui, bien sûr, ces accords de Paris sont signés pour nous, pour notre présent, puisque nous en subissons les conséquences, mais ils sont également signés pour les générations futures, qui n'ont pas conscience du monde dans lequel ils vivent et qui surtout ne peuvent pas prévoir que nous sommes en train de polluer et de totalement détruire leur climat et leur planète. Il y a également un philosophe, Horst Jonas, qui dans son livre Le principe de la responsabilité, justement décrit et induit ce principe de responsabilité par rapport au futur. Et dedans, bien sûr, il invoque le fait que l'homme est responsable, non pas pour lui, mais pour le futur et également pour les générations à venir. Et c'est dans cela, pour moi, c'est cela qui est très important, c'est que l'ego humain fait souvent que l'on pense à nous-mêmes, que l'on pense à notre propre survie, mais dans la survie, il y a également la continuité de l'espèce, et si on nous réduit à l'animal, justement, on devrait penser au-delà de cette survie, et on devrait penser au confort que nos générations futures pourraient avoir. Alors le message que je veux faire passer aujourd'hui est bien évidemment que nous avons conscience et que cette prise de conscience doit continuer pour le climat, mais également que chacun peut agir, une petite touche par petite touche, et surtout si vous pensez que vous êtes trop petit pour agir pour le climat, ou même pour n'importe quoi que ce soit, dormez une nuit avec un moustique dans votre chambre et vous verrez. Que fais-tu, toi,
pour assumer cette responsabilité? Déjà, je me renseigne sur tout ce qui est... j'adore la SVT et la géopolitique, et du coup, je me renseigne déjà sur le climat du passé, mais également du présent, avec ses évolutions, parce que pour moi, on peut comprendre et agir pour le climat du futur qu'en ayant conscience de notre passé. Et c'est aussi le rôle de l'histoire en globalité, mais pour le réchauffement climatique particulièrement. Après, évidemment, je pense à des actions basiques que tout le monde peut faire, mais tout ce qui est trier, éviter de prendre la voiture lorsqu'on peut se déplacer autrement, éviter de voyager en avion pour des trajets qui sont courts. Enfin bref, toutes ces petites actions qu'on connaît tous par cœur, mais que pourtant on a du mal à appliquer souvent. Du coup, faut-il tuer le moustique ou pas à la fin? Il a changé notre nuit en négatif, et en même temps, si on réfléchit avec la biodiversité, non, il ne faudrait pas tuer le moustique, parce que le moustique fait partie d'une chaîne, et notamment on peut penser avec les araignées, et du coup si on pense à cette chaîne animale et de la biodiversité, non, bien sûr que non, il ne faudrait pas tuer le moustique, même s'il nous a gagé notre nuit. Madame Livine, à thème. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Livine Athènes et je suis actuellement en première. Vous avez sûrement déjà tous entendu l'expression « toute bonne chose a une fin ». J'aimerais ici faire un vote à main levée avec vous. Pour vous, pour qui toute bonne chose a une fin. Levez la main, s'il vous plaît. D'accord. Donc, pour la majorité, cette expression est vraie. Pour ma part, je pense que c'est une excuse, un alibi, ou une esquive pour la fin d'un moment ou d'une chose. Je pense que c'est un peu absurde comme 1 plus 1 font 2. Ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tous humains à la recherche de bonheur et de bons moments. Mais tout d'abord, laissez-moi définir qu'est-ce qu'une bonne chose. Ça peut d'abord passer par un objet, l'achat d'une voiture, d'une maison. Donc, si je commande quelque chose, un bien ou un service, est-ce que lorsque je recevrai ma commande, ça se finirait là? Ça s'arrête à la possession? Celui-ci n'est-il alors qu'une fin en soi? Je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Il est vrai, la vie n'est pas un roman de 18 tomes, toute bonne chose a une fin. On ne repousse que l'ultimatum. La phrase n'est pas de moi. Mais la vie n'est pas un roman. Donc, il y a un roman, il y a un The End. Mais pourquoi ne pas écrire un tome 2? Une trilogie? Ou même une saga entière? J'ai tendance à penser que la fin d'un événement est le début d'un nouveau. La fin n'est jamais la fin en soi. D'après moi, chaque mot qu'on utilise dans la vie ont un impact sur la suite de nos actions et des événements. Vous vous êtes déjà rendu compte qu'à la fin d'une conversation, d'un moment, vous disiez « Ah, toute bonne chose a une fin ». Mais cette fin n'est pas plutôt le début? Pour ma part, ce fut lors de mon retour en France après un voyage. Donc je m'entends dire, c'était un bon moment, mais ça a une fin. Mais je me remémore des souvenirs. Par exemple, lorsque je suis avec des amis en terrasse car elles sont enfin ouvertes, enfin on peut y aller avec les distanciations bien évidemment. Donc je suis avec mes amis, un amoureux, de la famille ou des collègues. On a tendance à vivre le moment présent. Donc si on part du principe que chaque moment de la vie, il y a une possibilité de créer un bon moment et qu'il soit gravé dans notre mémoire. Bon, là vous allez me dire, oui, il y a des bons moments, mais il y a aussi des mauvais moments. Très bien. Mais est-ce que ces mauvais moments, c'est pas la possibilité de créer un bon moment? Je m'explique. Le mauvais moment,
permettra d'avoir une leçon, de tirer une leçon de cela, de pouvoir ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc si vous m'affirmiez que toutes les bonnes choses ont une fin, cela signifie que les souvenirs n'existent pas, car en somme, un souvenir, c'est la continuité d'un bon moment qu'on a passé. Donc si les choses ont une fin, les souvenirs aussi, personnellement, quand je suis dehors et que je passe un bon moment et que plus tard je dois rentrer, le souvenir que j'ai va rester avec moi. Je vais m'en remémorer 6 mois, 4 ans, 12 ans après, sauf si j'ai Alzheimer. Donc, si on part du principe que toutes les bonnes choses ont une fin, attention, ça va être philosophique, c'est affirmer que la mort est une fin. Mais la religion ne nous permet-elle pas de penser que la mort n'est pas une fin? Il y a la résurrection, le début d'une nouvelle vie, ou ceux qui pensent aller au paradis, donc une nouvelle vie dans les cieux. Mais cela, c'est chacun sa propre vision. Enfin, nous tous ici, nous allons nous rappeler des beaux moments, nous allons nous rappeler de ce concours, des bons souvenirs, de mes jambes qui tremblent actuellement. Plusieurs mois plus tard. Mais bon, comme chaque bonne chose a probablement une fin, c'est la fin de mon discours. Mais comme je vous le disais, c'est pas fini. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas une fin définitive. La fin de mon discours va être le début de vos questions et de votre émerveillement vers moi, et le début d'un discours de mes camarades. Mais n'oubliez pas, la parole, c'est la vie, l'éloquence, c'est un peu plus que la vie. Donc si la vie est un peu rabat-joie, parlez et soyez éloquents. Merci. Et Livine, et de toute évidence, quelqu'un a applaudi avant la fin. Oui. Est-ce que c'est le signe que votre discours était vraiment très bon? Et plus sérieusement, vous avez expliqué que pour vous, le symbole du bonheur, c'était l'achat d'une voiture. Est-ce que vous pouvez développer ce point? Pour moi, le bonheur, c'est pas que matériel. Quand j'ai voulu chercher des synonymes de choses, quand on dit toutes les bonnes choses ont une fin, les synonymes qu'on me donnait, c'était affaires, événements, matériel. Donc, je me dis que quand on cherche le bonheur, certains vont vouloir acheter une nouvelle maison, certains vont vouloir acheter des nouveaux habits, d'autres vont vouloir juste passer un moment avec leurs amis, leur famille, ou un moment seul parfois. Du coup, pour moi, le bonheur, ça passe par plusieurs petites choses, pas que par les objets matériels. Vous avez dit également que pour vous, la bonne chose, finalement, elle avait de valeur comparativement à tous les petits malheurs, les petits tracas qu'on pouvait aussi observer dans la vie. Donc, ça veut dire que finalement, nous nous rendons compte de notre bonheur seulement parce qu'il est en contraste avec, malheureusement, la misère naturelle qui nous entoure? Je dirais pas ça comme ça. Je pense que la vie est faite de hauts et de bas, un peu comme les montagnes russes. Si la vie, tout est beau, tout est rose, on n'apprend jamais vraiment quelque chose. C'est dans les mauvais moments, dans nos bêtises, qu'on apprend la vie. Donc, quand je dis que d'un mauvais moment, on peut en tirer du bon, c'est que, par exemple, quand on va faire une bêtise, on va probablement ne pas la refaire, donc ce qui va permettre un nouveau beau moment. Merci. Monsieur Mathieu Hébran. Françaises, Français, Mesdames, Messieurs les jurés, lycéennes, lycéens, camarades, c'est mixte, bonjour. Je me présente, je m'appelle Mathieu Hébran et je suis en classe de première 4. Je serai franc d'entrée, je suis un ovni par rapport à mes confrères.
En effet, je n'ai choisi que des spécialités scientifiques, maths, physique, SVT. C'est pourquoi je m'efforcerai d'aborder mon sujet de manière pragmatique, en usant de la logique et de la rationalité. Je procéderai donc par un raisonnement déductif dont j'indiquerai la fin par ce geste. Ces feuilles sont totalement vides. Je trouve ça totalement stylé, donc je le fais. Mais d'abord, chère audience, permettez-moi de vous raconter une courte histoire. Il était une fois un jeune lycéen fier et arrogant. Notre héros vit un jour une affiche pour le concours d'éloquence de son lycée. Le seul mot de concours l'excita si bien que l'idée de sa victoire l'intéressait déjà plus que le fait qu'il ne connaissait pas le mot loquence, et encore moins quand celui-ci était au pluriel. Il s'inscrit et on lui demanda d'écrire un discours. Il n'en avait jamais fait, mais il ne voulait pas déroger, pauvre Roger. Notre héros était déterminé. Déterminé était notre héros. Il entendait déjà, comme toujours, le succès et ses tambours. Car oui, il remportera avec bravoure ce fameux concours par son ingénieux discours. Il aura peut-être recours à quelques calembours qu'il apportera avec humour. Mais de son sujet, il ne fera pas de détour. Non, il n'allait pas faire dans le velours, il allait envoyer du lourd. Donc, il lui fallait un sujet. Il regarda dans ce proposé. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. C'est logique. Peut-on parler pour ne rien dire? C'est antinomique. Well, nobody's perfect. Regardez-moi. Être mi-figue, mi-raisin, j'ai faim. Tout cela ne menait à rien. Notre héros était perdu. Perdu était notre héros. Ce concours l'obsède. Ses idées l'excèdent. La pente est raide. Oh, mais jamais il ne le concède. Non, il n'acceptera pas d'aide. Il allait se relever, comme un fier bipède, réunir toute l'énergie qu'il possède et se préparer pour cette épreuve comme pour un raid. Dans tout son corps, l'espoir le guide. Mais il avait la tête sous l'eau, comme Archimède. Il visait le plus haut et finit dans la panade. Et le temps fait tic-tac et aucune idée ne toque. Chaque instant précède le suivant. Il craque, prêt à prendre ses clics et ses James claque. Et le temps fait tic-tac et personne ne le rattrape. Notre héros tombe dans le doute et il tombe dans la trappe. Mais pour participer, il devait avoir un sujet. Alors il se remit à les étudier. Si selon Rimbaud, je est un autre, alors qui suis-je? Et si selon Descartes, j'avance masqué avec Rimbaud, qui avance réellement? Ce sujet me donne des vertiges. Passons à un plus simple. Le mensonge est un mal nécessaire. Ah ah! Donc le mensonge est un mal. Facile. Oui, mais le fait de porter un masque, c'est cacher la vérité. Donc c'est un mensonge. Donc je, qui est un autre, je le rappelle, commet le mal en cachant son visage. Mais le mensonge, c'est un mal nécessaire. Donc le fait de porter un masque l'est aussi. Dans ce cas, je peut-il réellement exister? Plus rien n'avait de sens. Notre héros était fou. Fou était notre héros. Il cherchait un sujet partout, animé par un tel courroux qu'il se sentait d'abord comme un loup, prêt à bondir sur chaque minou, au moindre miaou, ou au lointain coucou du hibou. Mais sa recherche échoue. Le voilà se traînant dans la gadoue, pareil à un vulgaire toutou, à genoux dans la boue. La seule chose qui le préservait de ce futur flou était son espoir dans ses rêves dissous, qui le gardait comme un garde-fou, qui le gardait comme on garde un fou. Aberration, affolement, aliénation, démence, démesure, déraison, déséquilibre, frénésie, fureur, haine, manie, névrosage. Voilà de quoi était atteint notre héros. Il était fou. Fou. Son cerveau bouillonnait, ses idées s'entrechoquaient, son esprit n'arrivait plus à penser.
Mais pour participer, pour gagner, il devait avoir un sujet. Alors il continua, coûte que coûte. La réalité vaut-elle mieux que le rêve? Mais que vaudrait la réalité sans les rêves, hein? Les bonnes choses ont-elles toujours une fin? Donc ce serait la fin qui définit qu'une chose est bonne. Et nos rêves, tiens, ils ont toujours une fin. Donc ce sont des bonnes choses. Alors que la réalité, quant à elle, elle n'est pas toujours bonne. Donc si la réalité vaut mieux que le rêve, les mauvaises choses valent mieux que les bonnes. Par ailleurs, nos rêves, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Donc c'est un mensonge. Je le rappelle, le mensonge est un mal nécessaire. Donc le rêve est bon, car il a toujours une fin. Mauvais, car c'est un mensonge. Et bon à nouveau, car il est nécessaire, il nous apporte quelque chose dont on a besoin. Dans ce cas, une fois de plus, si la réalité vaut mieux que le rêve, les mauvaises choses valent mieux que les bonnes, mauvaises, bonnes choses. Ce qui pourrait signifier que le mal est bon et que le bon est mal. Comme indiqué dans mon introduction, et vous avez suivi, ce geste signifie la fin de mon raisonnement. Alors, si Socrate avait raison, et que la rhétorique est bien ouvrière de persuasion, ainsi que si Aristote et son triangle étaient bien persuasifs, alors j'espère avoir pu vous convaincre. En effet, moi-même je le pense, moi-même je le fais, et peut-être vous aussi, ou du moins vous l'entendez. Alors oui, j'en suis convaincu. Oui, je viens de vous le prouver, en parlant de tous les sujets, pendant plus de 5 minutes, sans ne rien conclure. Oui, on peut parler pour ne rien dire. Merci. Quelle est votre définition de l'humour? On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Des proches. Des proches, bien des proches. Je vous ai mis une colle apparemment. Bon, si tu veux des questions, pourquoi tant de poésie et de rimes? Car mon cher professeur de français ici présent, qui a apporté avec lui son édition des Fleurs du Mal de Baudelaire, alors je ne pus m'empêcher d'essayer de l'honorer à une certaine manière. Ça, c'est encore parler pour ne rien dire. Lamia El Kadir. Je n'ai pas perdu foi en l'humanité. C'est l'humanité qui a perdu foi en elle. Dans un monde où être est soumis au paraître, dans ce monde où avoir un cœur est seulement le parfum de la douleur, j'ose me présenter devant vous. Vous ne m'avez pas encore écouté, mais vous me connaissez déjà. Je suis votre croyance, mais jamais vôtre. Je suis leur silence, mais jamais nôtre. Voir le mal, sans lutter contre lui, c'est coopérer avec lui. Luisant au petit jour, cette lueur d'espoir que nous portons tend à se raréfier. Une passivité maladive devant ces drames profonds. Une tergiversation qui n'entraîne qu'acceptation. Nous ne pouvons être l'un et l'autre. Osciller entre les étoiles contraires. Le bien et le mal. Mi-bon, mi-mauvais. Ni bon, ni mauvais. La folie
et la raison, mi-fougue, mi-raison, pour au final être mi-figue, mi-raisin, cela n'a pas de sens. Être mi-figue, mi-raisin. Cette expression remonte au XVIe siècle, où les deux fruits secs étaient très appréciés lors du carême. Il représentait une opposition entre ces deux éléments pourtant liés. Le raisin était sucré et acidulé, s'occupait du rôle de l'aimé, le petit dernier de la famille. La figue, avec son apparence rappelant défiante, évoquait le péjoratif d'une chose. Vouloir être mi-figue, mi-raisin, c'est d'abord n'être ni l'un ni l'autre. Réflexion qui n'a pas lieu d'être, car vous êtes vous. L'autre, c'est l'autre. L'autre n'est pas vous et vous n'êtes pas l'autre. Et être et figue, et à la fois et raisin. Un figuin. On est résigue. À voir. Être mi-figue, mi-raisin, être ni figue, ni raisin, pas de quoi en casser des noix. Mais bien au-delà des querelles désunies de ces deux fruits, à l'image de quelques parties, être mi-figue, mi-raisin, c'est être mi-positif, mi-négatif, mi-bon, mi-mauvais. Mais peut-on être réellement et bon et mauvais? Le schéma simpliciste de la vie, du loup et de l'agneau, du méchant et du gentil, ne se limite-t-il donc qu'à ça? Des gens au cœur péri n'ont-ils pas connu d'actes bons et sincères, et des gens bons d'actes destructeurs? Difficile à croire dans une société fracturée. Le colonisateur insurgé, l'agresseur victimisé. On ne sait plus où donner de la tête. Guerre, conflit, génocide. Mais n'allons pas loin. La France se suffit. Chômage, crise du Covid, précarité étudiante, réchauffement climatique. Tant de soucis et pourtant, à l'image du Sénat, s'entêtant sur ces populations, souvent issues de l'immigration, sous ce deux noms de séparatisme, l'obscurantisme et la désinformation comme ordre clé du XXIe siècle. Manifester son soutien à un peuple opprimé. Noir, bleu, rouge, rose et puis vert aussi. Aurons-nous utilisé toutes les couleurs à la fin du siècle? Le mal et le bien sont les deux côtés d'un même mur. On ne peut se positionner sans choisir de quel côté nous nous situerons. Un enchevêtrement dichotomique qui nous poursuit sans relâche. À l'avenir, que voulez-vous choisir entre bâtir ou servir, partir ou devenir? À l'avenir, ne soyez pas une demi-teinte, car dans le passé, je fus la figue et le raisin. Dans le passé, je suis venue. J'ai vu, j'ai vaincu. Dans le passé, j'étais venue, j'avais vu,
j'étais vaincue. Moi, j'ai une petite question, Lamia, parce que je commence à avoir faim. Et du coup, être mi-figue, mi-raisin, c'est être mi-bon, mi-mauvais. Lequel préférez-vous, la figue ou le raisin? Le raisin, bien sûr. Et pourquoi? Le raisin, il a un petit goût acidulé, il nous reste en bouche, à la fois un petit peu acide, mais quand même, on ne peut que l'apprécier. La figue, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'y cache. Ça fait toujours peur. Et Lamia, vous avez esquissé un choix entre bâtir et servir. Et là encore, est-ce qu'il y a vraiment une opposition entre les deux? Bien sûr. Bâtir, c'est par soi-même. Servir, c'est servir pour un autre, on ne sait pas quelle cause elle soit. On sert. Si vous servez le régime nazi, si vous servez un régime totalitaire, un régime comme en Biélorussie, vous servez. Tandis que quand vous bâtissez, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Pierre Calmet. Bonjour. Est-ce que tout va bien? Êtes-vous bien installé? Cela fait du bien d'écouter de beaux discours de temps en temps. C'est agréable. Cela permet d'élargir notre champ de vision et de voir les choses différemment de d'habitude. Malheureusement, ça s'arrête. Et c'est dommage, ça doit s'arrêter à un moment. On aimerait que ça continue, que ça dure, que ça ne s'arrête pas. Je vous pose la question. Les bonnes choses doivent-elles toujours avoir une fin? Moi, je pense que oui. Et je pense même qu'elles doivent avoir une fin. Dans le fond, une bonne chose, qu'est-ce que c'est? Moi, je dirais que c'est un moment, d'un court instant, comme un sourire après une boutade, ou quelque chose de plus long, comme un séjour de vacances, par exemple. Les bonnes choses sont les plaisirs qu'on offre ou que quelqu'un nous offre. Rien à voir avec le bonheur qui ne s'offre pas, qui se crée et qui dure dans le temps, peu importe les circonstances. Non, les bonnes choses sont quelque chose de plus personnel, de plus attentionné. Et elles sont bien différentes du bonheur. Et d'ailleurs, contrairement au bonheur, c'est parce qu'elles se finissent que l'on prend du plaisir à les revivre. C'est d'ailleurs ce que dit Pauline Viger-Bélanger. Si les bonnes choses devaient durer longtemps, elles seraient moins bonnes. Par exemple, le bonheur de vivre en bord de mer est bien moins intense que l'incroyable plaisir d'y retourner de temps à autre. De même, un individu qui adore manger des fraisiers sera heureux qu'on lui en offre. Cependant, va-t-il tous les jours acheter un fraisier à la boulangerie? Ou bien en prépare-t-il un tous les jours? Il est bien évident que non. Il se dirait certainement qu'il n'a pas le temps, pas l'argent, ou bien que cela serait mauvais pour sa santé. Mais en réalité, serait-il vraiment heureux s'il devait manger aujourd'hui un fraisier alors qu'il a passé les 2 derniers mois à en manger un tous les jours? Pour moi, la réponse est évidente. Il se lasserait de manger ce gâteau qu'il aimait tant, et peut-être même qu'il serait dégoûté. Et bien que l'on puisse être triste parce que les bonnes choses ont une fin, bien que l'on puisse être triste parce que les vacances viennent de se terminer, on en garde des souvenirs joyeux. Comme le dit Marilyn Monroe, parfois de bonnes choses se brisent, alors de meilleures choses pourraient venir aussitôt. S'il n'y avait pas eu de fin à ces vacances, cela aurait été un bonheur. Mais parce que ce devient un bonheur, le plaisir en est moins. Le plaisir est allégé, et quand un bonheur vient d'apprendre fin, ce n'est pas de bons souvenirs qui nous en restent. Oh non, c'est de la souffrance et des regrets à cause de cette fin. Le bonheur n'est pas fait pour cesser. Observez donc la fin d'une relation amoureuse. C'est triste et douloureux. Et je ne vous parle même pas des conflits intérieurs et extérieurs qui en suivent. Enfin, je vous avertis, méfiez-vous du bonheur.
Soyez sûrs avant de quitter le statut de plaisir. La vie n'est pas un bonheur. C'est un ensemble de plaisirs et de bonnes choses. Et comme le dit si bien le chanteur Grand Corps Malade, c'est vrai que la vie est rarement un roman en 18 tomes. Toutes les bonnes choses ont une fin. On ne repousse pas l'ultimatum. Et s'il y avait une bonne chose qui n'avait pas de fin, quelle serait la vôtre pour vous? Je pars du principe et je pense que les bonnes choses ont toujours une fin et qu'elles doivent avoir une fin. Une bonne chose qui n'a pas de fin, c'est un bonheur. Le bonheur, par exemple, de vivre une relation avec une autre personne, d'avoir une relation amoureuse ou une très grande amitié. Et cette amitié, si elle est forte et que ce n'est pas une bonne chose, qu'elle s'est créée et qu'elle ne s'est pas offerte, ça veut dire qu'elle ne doit pas se terminer, parce qu'elle ferait souffrir. Si quelque chose qui dure, c'est quelque chose qu'on a envie qu'il reste, on ne veut pas l'arrêter, et c'est pour ça que ça fait mal. C'est pour ça que je pense que les relations amoureuses ne sont pas des bonnes choses. J'ai une question. Et si donc la vie est rarement un roman en 18 tomes, et si ça en était un par en 18 tomes, ce serait quoi pour toi? Je pense que ce serait un roman plus court. Et lequel? Je pense un roman court. Après, ça dépend aussi de la durée, la taille d'un roman. On peut par exemple prendre L'Astrée, qui lui est... Par exemple, Harry Potter, c'est des petits jours à côté. Mais la vie, c'est un roman qui peut durer plusieurs tomes parce qu'il y a plusieurs phases dans la vie. On peut délimiter de plusieurs façons, comme l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et le reste, la fin de la vie. Mais je pense que trop de parties, ce n'est pas quelque chose de bon et qu'on est obligé de restreindre le nombre parce que sinon on n'en garde pas d'assez bons souvenirs. Et donc qu'on s'éparpille et qu'on gâche notre vie. Notre ultime candidat, Tom Mohamed Ali. Mesdames, Messieurs, membres du jury, j'ai le plaisir de vous annoncer ce soir que l'homme avec un grand H est très certainement l'espèce la plus égoïste présente sur cette planète. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, qui relate d'une vérité existentielle, se devrait d'être entendue et comprise par nous, hommes. Nous, que dis-je nous? Je devrais plutôt parler d'une minorité de gens ayant encore un minimum de raison. En effet, une étude réalisée en 2019 pour primenergie.fr relate de ce que les Français sont prêts à faire pour sauver la planète. Suivons la logique des choses. Vous, personnes de moins de 18 ans, y compris moi, sommes les futurs locataires de cette planète. Néanmoins, cette même étude indique que 62% des Français estiment que seule la contrainte législative serait efficace pour faire changer les comportements. Une question, une seule, mérite d'être posée après cette interpellation. Pourquoi l'homme a besoin d'un tel contrôle social externe pour respecter les progénitures de demain, leur épanouissement, et tout simplement leur futur dans un monde où l'individualisme prime sur le bonheur collectif? N'ayant que 5 minutes pour étayer ce sujet qui mériterait d'être discuté plusieurs heures, je me permettrai de reprendre l'abbé Pierre durant son interlocution nommée « La voix des sans-voix ». Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant le plat des autres vide, et qui ayant tout, avec une bonne figure, une bonne conscience, qui disent « nous qui avons tout, on est pour la paix ». Je sais ce que je dois leur crier à ceux-là. Les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et le soir, dans vos belles maisons, quand vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience,
Au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour sortir de son désespoir. Aujourd'hui, je serai ce désespéré, et mes seules armes seront mes mots. Des mots pour combattre cette injustice que vous nous faites subir depuis si longtemps. Vous êtes égoïste, mais ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes que comme 62% des Français. Vous pensez certainement qu'il y a besoin de mesures législatives pour faire changer les choses. Vous êtes tous impliqués, tous autant que vous l'êtes. Encore une fois, ce n'est aucunement votre faute. Vous avez juste hérité de la terre de vos parents. Néanmoins, il serait peut-être temps de penser à vos enfants. Avez-vous réellement besoin de cette pression venant d'une autorité supérieure à la vôtre pour respecter les citoyens de demain et ceux d'après-demain? Je pense que non. Vous êtes juste bon à vous cacher derrière votre petit doigt. Doigt beaucoup trop petit pour cacher votre impunité et votre manque de raison face à ce qui nous attend. Regardons la réalité en face. Si vous, hommes, continuez sur ce chemin, il n'y aura plus aucune personne qui pourra emprunter cette terre à ses enfants. Nous ne serons tout simplement plus. Vous êtes sur le chemin du non-retour. Beaucoup le savent et n'agissent pas. Que dis-je n'agissent pas? Ils attendent tout simplement des mesures législatives. Le pire dans cette farce titanesque est que l'homme qui n'emprunte pas la planète à ses enfants ne respecte tout simplement pas l'héritage de ses parents. Avec tout le respect que j'ai envers vous, je vous demande donc, en ce jour, d'entendre et de comprendre cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry, car c'est seulement en assimilant cette phrase, si simple, que nous pourrons espérer emprunter cette planète sur la longévité. Mesdames, messieurs, membres du jury, je vous prie d'accepter mes plus sincères remerciements pour votre écoute, en espérant que celle-ci aura été propice à la réflexion et sur celle de notre existence. Tom, au regard de ce que vous avez dit, que pensez-vous de l'expression « OK boomer » ? Pas si simple ça. Je sais pas réellement en soi. Le problème d'aujourd'hui, c'est que on est dans un monde qui depuis toujours est fait dû à l'interprétation de chacune et de chacun. Et pour certains, c'est une phrase comme une autre, et pour d'autres, ça veut dire beaucoup. Honnêtement, maintenant que vous me le dites, pour moi, c'est une phrase comme une autre, pour être complètement honnête avec vous. Mais pour d'autres personnes, elle peut avoir beaucoup de poids sur cette planète. Donc voilà. Oui, madame. La phrase de Saint-Exupéry n'est-elle pas usée par la bien-pensance? C'est-à-dire c'est une phrase qu'on répète et qu'on entend partout, qui finit par être un peu usée. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, c'est une interprétation et c'est un point de vue. De ma part, je vous dirais tout simplement que l'humain, quand il est présent sur cette planète, il est là pour faire du beau, il est là pour être heureux dans son monde à lui. Car on vit chacun l'instant présent. Comme on le dit souvent, c'est aussi une phrase assez usée, comme on pourrait le dire. Mais quand l'humain est présent et qu'il fait ce qu'il a à faire dans ce monde, il ne pense pas vraiment au monde qu'il va laisser demain, non. Ça se trouve, les enfants des générations futures, ils se diront le monde d'aujourd'hui n'est pas beau, alors que celle de la génération précédente, on l'aura trouvé magnifique parce qu'il aura participé et il aura mis son grain de sel. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, c'est une question d'interprétation et de point de vue, mais je ne pense pas ça. Voilà. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Le jury va prendre quelques instants pour se concerter. On revient juste après pour la délibération et la remise des prix. Bonsoir, j'espère qu'on entend bien. Je ne ferai pas de concours d'éloquence, juste un petit mot. D'abord pour Mme Verjoli, à proviseur, je n'ai pas pu dire un petit mot avant le démarrage de cette belle soirée, je suis désolée. Voilà, donc déjà remercier tous les élèves, allez, tout honneur, tout seigneur, tout honneur, les élèves, merci et bravo. Je n'ai pas pu tous vous entendre, mais voilà, les quelques-uns que j'ai entendus, c'était déjà très très de grande qualité, donc je trouve que vous êtes éloquent et courageux, parce que ça n'est pas simple de oser prendre la parole comme ça, vraiment, donc un grand bravo et une félicitation encore plus.
Je voudrais également remercier évidemment les membres du jury, et notamment Monsieur Perrier qui s'est déplacé. Et je sais que tout le monde était très heureux de vous rencontrer et vous remercie chaleureusement. Mais je vais parler de 2 autres personnes qui sont derrière moi. Les parents d'élèves ou les amis, voilà, je pense que vous pouvez être fiers de vos amis, de vos enfants, de vos copains, parce que vraiment ils sont plaisants, ils font plaisir à entendre et à voir. Voilà, donc les professeurs qui sont là aussi et qui ont aidé les jeunes tout au long de l'année pour les soutenir, parce que ça se prépare, c'est pas si simple. Et puis Adam et James qui sont derrière, mettez-vous devant. Donc Adam et James au CVL et au CAVL, donc d'où la présence de M. Quignot, justement, puisque vous gérez le CAVL, comité conseil académique de la vie lycéenne. Voilà, donc bravo à tous les deux, parce que c'est votre énergie et puis votre pugnacité qui a fait que tout ça s'est tenu, pourtant dans des conditions un petit peu particulières. Voilà. Donc un grand merci aussi à tous les deux, et je sais que les enseignants seront tristes de vous voir partir tous les deux, et nous aussi. Voilà, donc je vais laisser la parole à Adam et à James qui vont remettre les prix. Et encore une fois, bravo les jeunes, merci. Nous allons donc procéder à la distribution des prix. Alors, on va commencer par distribuer les médailles, puis on continuera avec le podium. Donc, on appelle d'abord Nivine. Bravo. Bravo, Nivine. Les bonnes choses ont toujours une fin. La voilà. Ensuite, on peut également applaudir Laura. Bravo également à Pierre. Bravo Pierre. La médaille est recyclable pour Laura ou... Bravo Pierre. Ensuite, bravo également à Tom. Bravo Tom. Ensuite, un grand bravo également à Lamia. Entre être mi-figue, mi-raisin. J'ai choisi le raisin finalement. Bravo également à Zélie. Bravo également à Nils. Il nous reste donc 3 candidats pour les 3 différents trophées. Tu peux prendre le trophée de bronze pour la 3e place, qui est attribué à Julie. La 2e place, et non, je ne vais pas la pincer, elle est à Sibylle.
Merci. Et enfin, un triomphe pour notre gagnant, Mathieu. Merci à tous. Mais j'aimerais surtout remercier des personnes que je porte haut dans mon cœur. Ces 9 personnes qui se cachent là, mais qui ont réussi à sortir de leur cachette et à venir ici. Donc moi je dis, ils méritent encore un tonnerre d'applaudissements. Thank you.